bienvenue au domaine de Chaly, un domaine incroyablement beau, vous le voyez déjà sur les images de Jérôme, ce domaine qui est situé en plein cœur de la forêt d'Ermenonville, dans l'Oise. Un joyau dans notre région qu'on vous propose de découvrir bien, durant toute cette émission. Et avec nous pour en parler, Alexis. Bonjour Alexis, merci de nous accueillir chez vous. Je ne me trompe pas quand je dis que c'est un joyau dans notre région, ce domaine. C'est un véritable joyau, voilà, situé à l'entrée du Valois, dans le cœur de l'Oise, à quelques kilomètres au nord de Paris, absolument dans cette forêt d'Ermenonville qui est un écrin tout à fait majestueux. Alors là, nous sommes au cœur des ruines. Il y a un côté un peu romantique dans ce lieu. Alors tout à fait, l'idée c'est que l'abbaye de Chaly est une abbaye royale fondée au XIIe siècle. Donc nous sommes ici dans des ruines, mais des ruines d'une abbaye cistercienne qui a prospéré tout au long du Moyen-Âge et qui a été détruite au moment de la Révolution française. En fait, qui a été vendue pierre à pierre par un entrepreneur. Et vous utilisez le mot romantique et vous avez raison, parce qu'au XIXe siècle, on est plutôt heureux d'hériter d'une ruine comme celle-ci. C'est le courant romantique. Toutes les maisons, tous les parcs, voilà, c'est la mode des ruines et on construit, on édifie même des ruines. Donc là, on a la ruine qui nous est parvenue depuis la Révolution française et qu'on va cristalliser, qu'on va conserver et on va concevoir tout autour un jardin à l'anglaise, un jardin romantique. Alors, on va avancer un petit peu. 9 siècles d'histoire. Comment fait-on pour conserver 9 siècles d'histoire, pour en parler, pour faire venir les gens, pour qu'ils puissent découvrir ce domaine qui est magnifique? Alors, conserver 9 siècles d'histoire, effectivement, c'est un gros travail. Il faut avoir des compétences en architecture, en conservation. Et puis, on a une autre particularité à Chaly, c'est que nous, la dernière propriétaire du domaine de Chaly, c'est Nelly Jacquemart-André, immense collectionneuse de la fin du 19e siècle, qui meurt ici en 1912 et qui nous lègue avec le château qui est à notre droite ici, une collection de 5000 objets d'art, peintures, objets mobiliers. Donc, c'est considérable. Et donc, on doit s'attacher effectivement à conserver l'ensemble de ces œuvres. Donc ce sont des compétences de conservation préventive, de dépoussiérage, de restauration de peinture, d'architecture, d'entretien des espaces verts. Et puis au milieu du parc que vous voyez ici, il y a un domaine de 1000 hectares qu'il faut également entretenir. Donc là, c'est la compétence forestière, environnementale. Voilà. Alors tout ça, on va le découvrir au fur et à mesure de l'émission. Alors là, au moment où nous tournons, nous sommes en plein milieu des vacances de la Toussaint. Il y a un jeu de piste qui a été mis en place autour du fantôme de Chaly. Il existe vraiment ce fantôme ? Évidemment qu'il existe le fantôme de Chaly. On a souhaité, voilà, à Chaly, montrer au grand public ce patrimoine absolument merveilleux et du coup concevoir des offres à destination des familles. Et la première de ces offres qu'on a mises au point, eh bien, c'est ce jeu de piste, cet escape game, on pourrait dire, autour de l'histoire du fantôme de Chaly qui mène les visiteurs à travers les ruines, à travers la chapelle, la roseraie et le château, tout ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. C'est un privilège que de pouvoir vous montrer cet endroit. Nous sommes dans la chapelle du domaine de Chaly et nous sommes vraiment en hauteur puisque avec Alexis et Jérôme, eh bien, nous avons escaladé cet échafaudage puisque cette chapelle est en pleine restauration. Je ne me trompe pas quand je dis que c'est un privilège d'être là et de pouvoir montrer ça à nos amis. Je crois que c'est un privilège effectivement d'être là à plus de 6 mètres de haut dans la chapelle qui est la chapelle Sainte-Marie, l'ancienne chapelle royale ou chapelle de l'abbé du domaine de Chaly, édifiée sous le règne de Saint-Louis dans les années 1250. La particularité de cette chapelle, c'est qu'elle a été décorée à la Renaissance à la demande de l'un des abbés qui s'appelait Hippolyte d'Este, cardinal de Ferrare, un grand prélat et un grand mécène italien de la Renaissance, qui a demandé à Francesco Primatis, qui est un artiste qui avait travaillé pour François Ier sur le chantier de Fontainebleau, de venir ici pour décorer à fresque sa chapelle et qui offre ici un programme assez spectaculaire, une très belle annonciation, des représentations de pères de l'Église, d'apôtres, d'évangélistes, pour finir par la représentation de petits angelots portant les instruments de la Passion. C'est un caractère exceptionnel d'avoir une chapelle décorée comme celle-ci. Il n'existe pas 2 chapelles de ce type en France. Alors, il en existe en Italie, mais en France, c'est un cas absolument unique. Vous êtes devant le seul décor à fresque de la Renaissance encore visible en France dans son intégralité. Voilà. On en prend soin de ce décor, de ce patrimoine. Et c'est ce qui est en train de se passer là avec Gabriella derrière, qui est en train de restaurer minutieusement ces peintures.
Oui, absolument. On a eu des problèmes. Alors, la difficulté d'un monument comme celui-là, c'est qu'il faut l'accompagner dans le temps. Il faut régulièrement le restaurer, l'accompagner, prendre en compte l'humidité, l'hygrométrie, etc. Et puis parfois, il faut venir restaurer les dégâts des eaux. C'est le cas aujourd'hui. Donc, on a élevé cet échafaudage il y a 2 mois. Il est là jusqu'à fin novembre. Et on va restaurer deux voûtins de la nef. Comment, je vous ai déjà posé un peu la question tout à l'heure, mais comment on fait pour s'adresser au public, au plus grand nombre, d'intéresser les enfants, les jeunes par exemple? Parce que quand on a un bâtiment comme celui-ci dans notre région, il faut le montrer, il faut le faire vivre, il faut qu'il intéresse. Comment on fait ça? C'est compliqué? Alors c'est toujours, on a un patrimoine qui est exceptionnel et c'est toujours un défi de le montrer au plus grand nombre et d'accueillir, d'essayer de transmettre ce patrimoine, de diffuser sa connaissance, et il faut savoir bâtir des offres de médiation, des offres culturelles pour attirer les publics à nous. Alors en ce moment, on l'a vu, c'est notre jeu de piste, mais au printemps prochain, quand l'échafaudage aura disparu, on va mettre en place un dispositif de médiation, un petit son et lumière dans la chapelle pour expliquer à nos visiteurs, aux familles, aux enfants ce qui se passe ici, parce que il faut que tout le monde saisisse que ce qui se passe dans cette chapelle est exceptionnel. Tout à l'heure, vous parliez de dépoussiérage. On peut utiliser les réseaux sociaux quand on a des bâtiments tels que celui-ci. C'est pas incompatible, le patrimoine et les réseaux sociaux. On peut s'appuyer dessus pour faire connaître. C'est ce qui marche en ce moment. C'est fondamental de s'appuyer sur les nouvelles technologies, sur les réseaux sociaux, sur le web, pour faire connaître notre patrimoine. C'est quasiment notre outil de communication privilégié aujourd'hui. L'affichage, bien sûr, mais voilà, les possibilités que nous offrent les réseaux sociaux nous permettent d'aller toucher justement des gens qui potentiellement peuvent être intéressés et d'aller accueillir le plus grand nombre ou diffuser notre offre auprès du plus grand nombre. Je vous propose de s'attarder un peu sur la restauration de cette chapelle, puisqu'on a l'immense privilège d'être en hauteur, à 6 mètres de haut, si je ne me trompe pas, Alexis. Donc autant en parler un peu plus. Quand on restaure un endroit comme celui-ci, j'imagine qu'il y a un long travail de préparation sur les peintures qu'il faut utiliser, les couleurs qu'il faut utiliser pour être au plus proche de ce qu'elle était à l'époque. Dans un chantier de restauration de ce type, il y a une phase de diagnostic et d'étude qui est très très importante, qui est même fondamentale. On étudie les pigments d'origine, on essaie de trouver où est quelles sont les différentes restaurations qui ont été menées, où est le travail original. Donc oui, il y a un travail très long qui va qui passe par l'analyse des pigments et l'analyse encore une fois des différentes phases de restauration. Ça veut dire quoi? On vient passer au scanner la fresque, les peintures actuelles, pour savoir de quoi elles sont composées? Oui, alors on réalise des prélèvements qui passent en laboratoire, on utilise des microscopes pour voir comment sont composés comment est composée la couche picturale, quels sont les médiums qui sont utilisés, ce que sont les peintures qui sont utilisées, les enduits qui sont également utilisés, parce qu'on est sur de la fresque, donc sur du pigment passé sur de l'enduit humide qui sèche et qui devient de la fresque. Voilà. Et donc le travail est très important, le travail d'étude préalable est très important. Il y a une technique qui reste la même qu'à l'époque, ou alors elle est un peu différente? Comment ça se passe? Alors, on respecte la technique originale. Le principe d'une restauration le principe qui préside à toute restauration, c'est la réversibilité. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir intervenir après l'œuvre de l'artiste. Pour les yeux des visiteurs, sans voir qu'on est intervenu, c'est le principe de la restauration, mais pour les restaurateurs qui vont suivre dans 20 ans, dans 100 ans, il faut que le travail de restauration puisse être parfaitement identifié, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut que ce travail soit réversible, qu'on puisse l'enlever et le remplacer par un autre travail de restauration. Alors pour ça, dans la chapelle, on utilise notamment le tratteggio, qui est cette succession de petits traits. Plutôt que de peindre un aplat, on va faire des petits traits. Donc le restaurateur, dans quelques années, qui montrera à son tour sur un échafaudage, verra que l'équipe de restauration, en 2021,